Zoom Zoom Zen revient demain avec un sujet mais passionnant, l'astrobiologie, avec une directrice de recherche à la NASA qui nous dira si oui ou non les aliens existent. En attendant, les Belges existent et c'est quand même plus utile que les aliens, jusqu'à preuve du contraire. Bonjour Charline Vanhoenacker. Ils sont là partout dans vos campagnes. Bonjour Mathieu Noël. Comment ça va Charline ? Très bien, je vous remercie. Nous allons recevoir dans l'émission... Ne me dites pas que vous l'adorez. Je ne sais pas, vous n'avez pas encore donné son nom. Michel Blanc. Michel je vais pas vous dire, je connais peu de gens qui n'aiment pas Michel Blanc. Mais c'est pas très original. Il vient nous voir pour un film qui sort en salle demain, qui s'intitule Les Cadors, où il joue aux côtés de Grégoire Ludig et Jean-Paul Rouve. Grégoire Ludig, que j'adore aussi et qui est un voisin. Je l'embrasse. Merci Charline, à tout de suite. Tu chauffes. Oh là, non, t'es bouillant. Ah là, c'est mieux, tu refroidis. Oh là là, tu gèles. Trouvé. C'est un billet de train. Surprise. Alerte prix gelé. Aujourd'hui et demain, profitez de prix Ouigo exceptionnels. Partez vers 50 destinations en Ouigo grande vitesse et Ouigo train classique à 19 € max pour vos voyages du 11 au 31 janvier. Il y aura toujours un Ouigo sur lequel compter. Rendez-vous sur ouigo.com. Il est 17h sur France Inter. On fait le point sur l'info avec vous, Laetitia Gaillet. C'est la mère de toutes les réformes, la plus dure à faire passer pour un gouvernement, la réforme des retraites. Dans une demi-heure, on sera donc fixé sur la durée de cotisation, les carrières longues, l'âge de départ, la pension minimum, les régimes spéciaux. Elisabeth Borne dira tout, mais la Première ministre le sait aussi. Quand le texte arrivera à l'Assemblée le mois prochain, les oppositions se représentent. Elle a pu s'en rendre compte cet après-midi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, ainsi quand l'insoumise Clémence Guettet l'a interpellée. Monsieur Macron a un nouveau projet, la retraite à 64 ans. Le couperet que vous allez faire tomber va s'abattre sur des corps, sur des familles et sur des vies. Et vous voulez pour cela passer en force contre cette assemblée où vous prévoyez déjà un 49.3 déguisé ou pas, contre les organisations de jeunesse qui nous donnent rendez-vous le 21 janvier, contre les syndicats qui se préparent à une mobilisation historique. Alors Madame la Première ministre, renoncez. Et finalement, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui a répondu à Clémence Guettet, plutôt agacé. Le premier acte de solidarité, c'est de sauver le système par répartition. Vous parlez des mesures que nous allons annoncer tout à l'heure. Vous parlez sans savoir et vous pensez sans penser. Vous êtes le seul groupe à n'avoir formulé aucune proposition, à ne pas avoir participé aux concertations et à ne pas jouer le jeu du dialogue républicain. Nous n'allons pas sombrer dans la démagogie qui est la vôtre. La retraite à 60 ans, c'est 85 milliards d'euros par an. Où est-ce que vous les prenez ? Et après la présentation de la réforme des retraites tout à l'heure, Elisabeth Borne fera le service après-vente dans le journal de 20h de France 2. Elle pourra aussi répondre aux syndicats qui doivent, eux, se retrouver juste avant pour décider d'une mobilisation commune. Un point de crispation en moins pour le gouvernement, le dossier des laboratoires d'analyse médicale. Ils vont rouvrir leurs portes et arrêter de bloquer les résultats de tests Covid, car les labos privés ont trouvé un accord aujourd'hui avec l'assurance maladie, un compromis entre les économies exigées par le gouvernement qui pointaient des profits élevés des labos. Solène Lehen. Biologistes et assurance maladie se sont mis d'accord sur une baisse des tarifs de tous les actes de biologie cette année. Économie pour la sécurité sociale, 250 millions d'euros. Dans son communiqué, l'assurance maladie s'en félicite. Pourtant, elle n'est pas parvenue à son objectif initial, 250 millions d'euros d'économies pérennes chaque année. Car pour les prochaines années, 2024-2026, les syndicats de biologistes continuent de réclamer moins. Les discussions patinaient ces dernières semaines et de toute façon, un accord devait être conclu quoi qu'il arrive pour le 1er février, date de la mise en œuvre de la réforme. Les deux parties ont donc décidé d'acter les économies pour cette année uniquement et de se laisser plusieurs mois pour poursuivre la négociation sur les années 2024-2026. En contrepartie, les biologistes ont accepté de lever leur mouvement de grève. Solène Lehen, il y a un temps pour tout, mais en cette période inflationniste, ce n'est pas le moment de supprimer le tarif réglementé du gaz. La CLCV en appelle aujourd'hui à Emmanuel Macron. La fin du tarif réglementé est prévue pour le 30 juin. L'association de consommateurs demande au chef de l'État de repousser de 2 ans sa mise en application pour passer la tempête. Lui donne rendez-vous demain pour en passer une autre. Noël Le Graët convoque un comité exécutif extraordinaire dans la fin de matinée. Le président de la Fédération française de football est sous le feu des critiques depuis sa sortie dimanche soir sur Zinedine Zidane. Il a été par ailleurs entendu cet après-midi dans le cadre de l'audit commandité par le ministère des Sports sur le fonctionnement de la fédération, mais aussi sur les témoignages qu'il accuse de harcèlement
harcèlement sexuel. Aux États-Unis, les incendies, les diverses tempêtes qui touchent, par exemple aujourd'hui en ce moment la Californie, coûteront cher. Rien que pour 2022, le coût des catastrophes météo a été calculé aux États-Unis et il est évalué à 165 milliards de dollars. Toujours aux États-Unis, Donald Trump en avait emporté avec lui. Joe Biden en a laissé dans les locaux d'un cercle de réflexion de Washington où il avait l'habitude de travailler. Des documents classés confidentiels datant de la vice-présidence de Joe Biden, dont sous Barack Obama, ont été retrouvés par ses avocats qui vidaient les locaux. Aujourd'hui, cette nouvelle embarrassante réjouit le camp trumpiste et le premier d'entre eux n'a d'ailleurs pas tardé à réagir. Loïc Glory est à New York. Quand est-ce que le FBI va perquisitionner les nombreuses résidences de Joe Biden et pourquoi pas la Maison-Blanche? Question posée hier par Donald Trump sur son réseau Truth Social. Sans surprise, l'ex-président a immédiatement dénoncé la découverte de ces documents confidentiels dans un bureau utilisé jusqu'en 2020 par Joe Biden. Pour les Républicains, cette histoire en effet tombe à pic après la spectaculaire perquisition menée cet été chez Donald Trump en Floride, destinée à retrouver des milliers de documents dont une centaine classés secret défense. Une affaire sans commune mesure avec celle qui entoure Joe Biden, mais qui n'empêche pas une pluie de critiques dont le démocrate se serait bien passé. D'après les médias, une dizaine de documents datant de la présidence Obama ont été retrouvés et remis aux archives, vraisemblablement oubliés dans un placard fermé à clé. C'est un procureur nommé à l'époque par Donald Trump qui a été chargé de les passer en revue afin d'éviter tout conflit d'intérêts. New York, Loïc Glory, France Inter. Louise Attaque et Indochine ont eu raison des déferlantes. Les deux groupes de musique avaient menacé d'annuler leur participation au festival cet été pour ne pas faire la publicité à Perpignan, ville RN qui accueillait le festival. Eh bien, les organisateurs font savoir aujourd'hui que le festival n'aura pas lieu à Perpignan, mais dans un autre lieu qu'ils cherchent et qui puisse accueillir chaque soir près de 30 000 personnes dans des conditions adaptées. Car à l'origine, le festival avait lieu à Céret dans les Pyrénées-Orientales, mais il avait donc été déplacé à Perpignan pour des raisons logistiques. 17h06 sur Inter. Tout est mis de ta mère. On est encore là, après un foutu souk. Ce mercredi, Joey Star est dans Totémique. France Inter, 9h30, Rebecca Manzoni. Joey Star pour une échappée hors des sentiers de la promo et du studio, une figure de l'histoire du rap avec ses choix de disques et son amour du théâtre. Je kiffe, parce que là je me dis tiens, on est en train de raconter quelque chose et ça marche quoi. Totémique, tous les jours à 9h30 sur Inter. Avec Joey Star, c'est demain. Crépuscule, le nouveau roman de Philippe Claudel. Dans un pays lointain aux marges de l'Empire, un curé est découvert la tête fracassée. Qui pouvait lui en vouloir dans cette terre où tous vivaient en bonne entente depuis si longtemps? Crépuscule de Philippe Claudel, un roman magistral et une réflexion sur nos errements contemporains, aux éditions Stock. Et qui peut leur en vouloir d'être belge encore et toujours? Bon d'accord, on s'en fout quand je fasse l'antenne, on s'en fout, c'est encore nous, mais c'est encore vous. Oh. Non, on est à fond. Oui, alors, notre invité Michel Blanc racontait une anecdote. Ancienne. Avec Simone Signoret. Ouais, oui. Et vous êtes venu interrompre le truc. Ouais. Voilà, c'est un peu ce que je fais toutes les heures, mais bon. Elle était bien là. Bon je me casse. Allez, je me casse. Allez, non, revenez demain. Merci beaucoup. Merci Laetitia Gaillet pour les informations. Allez, à demain. Antenne dans 20 secondes. Ça va, Charline? Oui, et toi? Oui, ça va. C'est vrai? Oui. Ah, tu veux dire qu'on est prêt, là? Oui. Donc, t'as tous les sons? Oui, c'est bon. Pas de problème technique de dernière minute? Non. Je t'ai pas branché sur la régie autre chose que les micros, genre ton grille-pain? Ni le vaisselle, non. Bon, ok, on y va. Alors, allez, 3, 2, 1... Attends. Oh là, j'en étais sûre. Voilà, c'était trop beau. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie encore? Non, c'est toi, t'as laissé ton texte dans l'imprimante. Je vois. Mais non. Si. Vas-y François, démarre, nous on est tous prêts. Ouais. Dégagez le passage. Allez, top antenne. Bonjour la France Inter et bienvenue Michel Blanc. Eh bien merci. Vous êtes à l'affiche du film Les Cadors de Julien Guetta qui met en scène le duo Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludic et vous jouez le troisième homme, un syndicaliste véreux, trafiquant, voire mafieux, un personnage. Alors présentez-le dans l'autre sens, sinon vous allez avoir tous les syndicats de C'est un mec véreux, un pourri, une ordure qui en plus se maintient à la tête du syndicat des dockers. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait. Je préfère le dire comme ça. N'inquiétez pas, on les soutient toute l'année.
mais les syndicalistes, je pense que... Oui, c'est le bruit qui court. Sauf ceux de la police. Bref, Mais ça, vous avez tort. On va en parler, Michel. Cette anecdote sur Simone Signoret, est-ce qu'on la ferait pas maintenant? Allez, un personnage terrifiant. Oh, il me fout les grelots, il était fou, il est devenu dangereux. Moi aussi, je m'en scoute Zidane. Mais moi, je peux le dire. À 17h40, je vous gratifierai de mon petit édito. Si on mettait autant d'énergie pour défendre les femmes victimes de harceleurs que celles qu'on dépense pour défendre les footballeurs, des types comme Nolan Le Graët auraient du souci à se faire. Tu ne recommenceras pas de critiquer M. Zidane. Là, je ne le referai plus. Eh ben, c'est un saint. On ne crache pas sur le visage de Zinedine Zidane. Là, je ne le referai plus. Là, je ne le referai plus. Le livre du prince Harry fout bien la merde en Angleterre. William et Harry, c'est une sorte de body movie en vrai. En fait, la seule issue pour Buckingham serait peut-être que de dire que Harry a été échangé à la naissance. Je sais pas. C'est pas ma famille. Ils sont moches, ils sont sales, ils sont pauvres, ils sont cons. C'est pas ma famille. Et aujourd'hui, à mes côtés, c'est Juliette Arnaud. Bonjour. Et bonjour Charline, et à nos côtés, une superbe équipe exclusivement composée de cadors. À 17h10, la mauvaise foi a son champion, le sens de la nuance son bourreau, Guillaume, la terreur Meurice. Oui, c'est moi. Je ne t'ai pas reconnu du Ne tout. faites pas le modeste. Eh ben bonjour quand même. Jour noir aujourd'hui, les Balkany condamnés en appel. Eh ben oui, Michel, faut en parler. Faut parler des sujets qui fâchent. Je suis retourné à Levallois au chevet d'une population qui souffre, une population en totale empathie. Que c'est triste. C'est triste pour eux, ouais. Voilà. Ça va pas être joyeux aujourd'hui, je vous le dis, les amis. Ça n'est jamais joyeux quand Oui. vous allez à Levallois. Guillaume. Vous exagérez. Quand j'étais petit, j'étais au lycée à côté. Et ma prof de piano habitait Levallois. Et à l'époque, eux n'étaient pas les... Évidemment, parce que je vous parle de ça. Oui, c'était Bon, dans bref. les années en noir et blanc. Ils n'étaient pas nés, même eux. Mais voilà, c'était une ville... comment dit-on? Communiste. Mélangée. Non, c'était pas communiste. Merci Michel pour cette anecdote. Parlez-nous de Simone Signoret. Si vous voulez, Simone Signoret, qui habitait Levallois, Mais oui. qui me donnait des leçons de piano pendant que longtemps chantait en faisant des qu'il est claquettes. lucubre. Non, Michel, personne ne vous Non, mais croit. s'ils me cherchent, ils vont me trouver. Elle habitait Place Dauphine. À 17h30, nous aurons l'Indiana Jones du cinéma, c'est-à-dire un certain type d'archéologue. Il cherche et détecte toute trace d'enfance dans les films. Léo Carman, bonjour. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur comment bien mener son trafic douanier, avec le film pour lequel vient notre invité. Ouais. Et vous n'avez pas tort. À 17h50, son prochain livre répondra à la question comment parler avec brio de sport en ayant pour exclusif pratique sportive le lancer de fléchettes, fléchette main droite, feinte main gauche. Alex Vizorek, hello. Bonjour Juliette Arnaud, je vais parler du poste le plus en vue en ce moment en France, celui de sélectionneur de l'équipe de France. Allez, Michel Blanc est en notre compagnie. On va d'abord scruter, analyser. Analyser, c'est un grand mot, hein, mais voilà. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? On y va. France Inter. Avec Charline Vanhoenacker. Eh ben voilà, ça c'est tout la sécu, ça. Ils vous donnent un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde? Eh ben vous, il n'y a pas assez de place pour les réponses. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis 1 heure. Oh, elle se croit plus maligne que tout le monde, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizette épouse X? Zézette épouse X. Et vous savez pas lire? Là, regardez. Il y a écrit en tout petit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de 2 points, épouse X ou veuve Y. Alors moi j'ai mis Zézette épouse X. Mais et X, vous êtes marié à X peut-être? Mais non, je veux pas de mari, seulement je peux pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux dents, ça fait mauvais genre. Oui, c'était un extrait donc du Père Noël est une ordure, vous le saviez, vous nous l'avez demandé, Jean-Marie Poiré 1982. Vous n'êtes ni à l'écriture de ce film, ni à l'image, mais à la voix, avec la malheureuse Thérèse qui vous proposait une pratique sexuelle ambitieuse. Oui, ça maintenant c'est... Enfin, je veux dire, je ferai pas long feu. Oui, mais vous étiez caché, c'était anonyme. Vous avez choisi... C'est pas mieux, hein. Non, c'est pas mieux, mais c'est moins dangereux. Vous avez choisi ce film du Splendide, mais dans lequel vous n'êtes pas vraiment. Pourquoi? Exprès, parce que choisir un film dans lequel je suis, c'est un peu narcissique, d'abord. Et ensuite, parce que j'ai pas cet extrait-là, je l'ai pas entendu depuis longtemps. J'ai pas vu le film depuis longtemps. Et ça me faisait plaisir de l'entendre, et ça me fait toujours autant marrer, parce que je trouve ça vraiment drôle.
ce qu'elle fait, Marianne, là, est vraiment formidable. C'est rigolo parce que vous faites un pas de côté en choisissant le film du Splendide où vous n'êtes pas dedans. Et c'est un truc, en fait, dont vous êtes récurrent. Me défiler. Vous aimez le collectif, vous l'avez fait avec le Splendide, mais vous êtes un des premiers à avoir fait le pas de côté, à avoir envie de faire le cow-boy solitaire. Solitaire, enfin avec d'autres, quoi. Ouais. Mais non, simplement, il y a un moment où quand vous êtes une bande depuis un joli paquet de temps et que vous écrivez ensemble, que pratiquement on était presque un ashram, quoi. Enfin, on vivait ensemble, on faisait des travaux ensemble, on a construit 2 cafés-théâtres, le deuxième on l'a fait pendant 9 mois, à 8 heures de marteau-piqueur par jour, etc. Donc il y a un moment où on se dit, maintenant j'apporte plus rien au groupe, avec mes idées n'apportent plus rien, on passe notre temps à prouver que son idée est la meilleure comme réplique, hein, par exemple. Donc ça, je me suis dit, partons avant que ça se termine mal, c'est-à-dire qu'on se fâche, ce qui n'était pas... ce qui n'a jamais été le cas, et donc je me réjouis de l'avoir fait. D'autant que je suis parti pour faire un film avec Patrice Lecomte, qui était Viens chez moi, j'habite chez une copine, et qui s'est plutôt bien passé. Donc. Heureusement pour nous, la maison de la radio était déjà construite, donc nous, on n'a pas fait dans le bâtiment, dans cette troupe. Mais vous avez remplacé Gérard Jugnot dans le rôle de Félix pendant 15 jours au théâtre. Oh, j'ai pris un bide. Mais c'est mon pire souvenir, je crois, parce que Gérard faisait rire, il rentrait, les gens riaient, il faisait ses répliques, les gens riaient. Et moi, je suis rentré, les gens ne réagissaient. Je suis rentré avec... Il y avait un moment où il rentrait avec un flingue, etc. Gérard, les gens étaient pleurés de rire. Moi, ils étaient glacés. Ils se disaient, ce con, il va vraiment tirer. Donc, je me suis dit qu'on n'avait pas les mêmes emplois. Ouais. Oui, mais c'est là que vous... Je sais pas le faire, ça. C'est là que vous vous êtes rendu compte de votre rire à vous, de votre particularité, et j'ai envie de dire de votre clown, de votre personnage. Tout à fait. Je savais que je savais pas le faire, que Gérard le faisait magnifiquement, et moi pas. Voilà. Il y a un nombre incalculable aujourd'hui de one-man show, de stand-up, de seuls en scène humoristique, et tant mieux parce qu'on a le choix. Et peut-être moins de troupes. Ou alors, peut-être que le Jamel Comedy Club, c'est une forme de tout seul, mais en groupe. Ouais. Est-ce que c'est ça qui aurait remplacé un peu le café-théâtre? Oui, il y a eu des évolutions. Il y a eu le café-théâtre. Après, il y a eu avant, il y avait le cabaret, hein, quand même, Poiret, Serrault et les autres. Hein, on est des héritiers de tout ça. Hein. Ensuite, il y a eu le café-théâtre. Ensuite, il y a eu Canal+, donc il y a eu les nuls. Oui, on trouve, avec Chabat, et puis après il y a eu les Robins des Bois avec mon camarade Rouve, avec Foch, etc. Et puis voilà, et puis petit à petit est arrivé en France un truc qui était extrêmement courant et célèbre aux États-Unis, qui est le stand-up. Mais c'est très bien parce qu'il y a des artistes. J'ai tourné avec Hakim Gemili, par exemple, qui est un très bon acteur. Dans une excellente comédie. Super film. Le Docteur. Oui, nous l'avons vu. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui, parce qu'en plus d'être un stand-upper remarquable, c'est un très bon acteur. Michel Blanc, dans cette petite troupe, il y a Guillaume Meurice. Oui, vous le savez, Charline, moi j'ai une passion dans la vie, un combat, l'injustice. Et particulièrement celle qui sévit dans les Hauts-de-Seine, qui est ma région de cœur. On a tous une région de cœur. Voilà, Michel, on a la même région de cœur. Vous nous l'aviez pas dit? Oui, oui, plutôt, bien sûr. Je suis né à Courbevoie, mais c'est parce que la clinique était de l'autre côté. Mais... Je sens que ça va fourmiller d'anecdotes. Vous voulez que je vous dise où sont enterrés ma famille? Mais bien évidemment. Et alors, figurez-vous que c'était en 1960. Le pavillon que nous habitions est maintenant sous une pile de sous l'arche de l'art. Non, enfin, je sais pas. Ils ont. Il y a des pèlerinages, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens. J'ai envie de faire une interview de vous. Non. Vous êtes trop malveillant. Non, allez. C'est pas faux. Alors, région de cœur, c'est vrai, voilà, on a tous une région de cœur. Noël Le Graët, par exemple, c'est le Beaujolais. Le Chablis, le Bordelais, le Mâconnais, le Ricardistan. Voilà, il aime bien voyager, Noël, il y a plein de régions de cœur. Et l'injustice dans les Hauts-de-Seine porte un nom, Balkany, bien évidemment. Les Balkany qui viennent d'être condamnés en appel et qui pourraient perdre leur moulin à Giverny. Vous imaginez le truc? Vous imaginez ça? C'est horrible. Bah oui. Non, mais eux, ils n'imaginent pas, vous allez les pauvres. Regardez, là, je vais être même pas une cabane de jardin à Saint-Étienne. Vous êtes complètement déconnectés de la réalité, en fait. Bon. En tout cas, moi, ça m'attriste. Moi, les Balkany, c'est un peu la famille. Hein. J'ai tellement fait de chroniques sur eux, je leur dois au moins un tiers de mes revenus. J'ai gagné tellement de thunes grâce à eux, je pourrais vivre à Levallois-Perret aujourd'hui. Mais eux, ils sont ruinés, alors je suis retourné sur place pour tenter d'aider et soutenir évidemment un peuple martyr. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on les laisse tranquilles, hein, parce que bon, je pense qu'ils ont
l'un comme l'autre, largement purgé leur peine. Hein. Alors, ils n'ont pas purgé leur peine encore. Hein. Oui, qu'ils soient tranquilles, quoi. Est-ce que vous pensez qu'ils sont innocents? Bon, innocents, il y a pire qu'eux. Voilà, c'est plus ça. S'il y a pire, voilà, si vous voulez comparer à Al Capone ou Madoff, on joue pas dans la même catégorie non plus. Et puis il y a un côté artisanal un peu, il y a un côté proche du terrain chez les Balkany. C'est du circuit court finalement. Voilà, c'est bio, puis il y a beaucoup de bienveillance. Ouais, il y a des gens qui leur en veulent, hein, c'est sûr. Hein. Qui leur en veut alors à ce point-là? Je sais pas trop, mais bon. Ils ont toujours des ennemis, et les ennemis sont bien souvent cachés. Hein, donc. Ils ont des ennemis cachés? Oui, qui connaissent pas forcément, quoi. Bah, c'est le principe de l'ennemi caché, hein, typiquement. Alors moi, j'ai les noms des ennemis cachés des Balkany. On a Jean-Michel Déontologie, Hervé Ursaf, Christophe Dufisque. Hein, c'est vraiment des ennemis redoutables pour des gens pourtant formidables. Moi, je regrette, ils ont fait beaucoup de choses pour la ville. Même pour le 3e âge et tout ça, ils sont adorables. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les personnes âgées? Ils offrent des cadeaux. Panier garni, un petit thermos au mois de juin, enfin bon, des petites choses que tout le monde apprécie. Est-ce que c'est pas du clientélisme? Oh, peut-être un petit peu aussi, quand même. Un petit peu, mais pas beaucoup. Un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, c'est un petit peu, voilà. Mais c'est toujours pareil. Quand c'est bien fait, le clientélisme, ça fait plaisir. C'est un peu le patrimoine français, quand même. Un thermos contre un vote, c'est quand même pas mal. Une mallette contre un appel d'offres. C'est aussi du troc. C'est une résistance au monde de l'argent, quelque part. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on leur souhaite aux Balkany? Qui restent dans leur petit coin et c'est tout. Ouais. Non, mais je regrette. Eux, on les poursuit en justice. Il y en a d'autres qu'on aurait dû poursuivre en justice. Qui alors? Oh, j'ai pas de nom à donner. Sarkozy? Ah non, je suis... Non, j'ai dit ça comme ça. C'est le premier nom qui m'est venu en tête. Mais non, il n'y a pas de raison. J'hésitais avec Mère Teresa. Puis c'est Sarkozy qui est sorti. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on souhaite donc que les Balkany restent désormais bien tranquilles. Qui reste dans son... à Giverny, et puis voilà. Alors ils vont peut-être perdre le moulin de Giverny. Oui, en plus, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de balkinophobie? La balkinophobie, phobie? que vous entendez par là... Une haine des Balkany ou... Oh, c'est un acharnement, oui. Une discrimination de plus, hein, j'ai envie de dire, vraiment un acharnement. J'ai lancé d'ailleurs le Balkany Live Matter, contre l'injustice, contre l'oppression, contre l'acharnement, bien sûr. Un petit peu, je pense, je dirais à 50%. Oui. 50% d'acharnement? Oui. Et 50% quoi alors? Est-ce qu'on peut parler de magouille? 50% de un peu sa négligence financière. Oui, c'est plus ça, parce qu'il faut vraiment utiliser le terme technique, c'est de la négligence financière. On n'utilise pas les bons termes, c'est ça qui nous met dedans. Après, Noël Le Graët, c'est pas du harcèlement sexuel, c'est de la négligence turgescente. Voilà, c'est important aussi de bien utiliser les mots. Et puisqu'on parle de finances, j'avais une dernière question quand même. Est-ce que vous seriez prêt à donner dans une cagnotte, s'il y a une cagnotte pour les Balkany? Moi, j'ai déjà fait. C'est vrai? Ouais. Vous avez donné combien? J'avais donné 10 €, quoi. C'est pas grand-chose, mais voilà. C'est pour le geste, quoi. Voilà, oui. C'est un bel élan de solidarité. Oui, c'est la moindre des choses. Hein. Oui, mais tout le monde le fait pas. Tout le monde le fait pas. Voilà, c'est pourquoi je vais rouvrir une cagnotte, un Balkanyton, comme ça a déjà existé par le passé, pour que vive la mémoire d'Isabelle et Patrick, pour que jamais Balkany ne rime avec oubli. Guillaume Meurice, merci pour tout ce que vous faites pour les Hauts-de-Seine. Oui, mon département préféré. Vous prenez du plaisir en tout cas. Je commence à connaître tout le monde. Hein. C'est difficile d'interroger les gens qui me connaissent pas. Michel Blanc est avec nous. Il vient nous voir pour la sortie du film Les Cadors de Julien Guetta qui sort demain, mercredi. Nous serons le 11 janvier dans toutes les salles en France. Et comme je sais, Michel Blanc, vous aimez beaucoup l'Angleterre et Londres, je vous propose d'écouter les Propeller Heads et Shirley Bassey du son British. Ouais, Shirley Bassey, attendez. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating.
woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Vous écoutez France Inter, c'est encore nous. Michel Blanc est en notre compagnie. Il joue dans le film de Julien Guetta qui s'intitule Les Cadors. Il interprète un très 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 méchant. Et véreux, Balkany à côté, c'est... Non, c'est pas pareil. Il écrase des phalanges. Les Balkany, c'est des gamins. Ouais. C'est juste des gens qui ont volé l'État. Moi, je suis une ordure qui met en danger la vie des autres pour arriver au pouvoir. Donc, je suis une ordure. Dis quand même mon personnage, Michel. Oui. Ah, mais moi aussi. Hein. Il n'est pas sorti du personnage. Petite question avant d'entamer la discussion dans quelques minutes sur le film. Vous choisissez souvent vos rôles en fonction des enjeux que ça représente. Ici, de jouer un très méchant odieux, il y avait un enjeu différent des... Évidemment, parce que je ne l'avais jamais fait. Et moi, il y a 2 raisons pour lesquelles je peux accepter un rôle et donc un scénario, c'est que l'argent. Je le trouve. Hein? L'argent. Money, c'est money. Oh non, c'est vrai. J'ai pas été beaucoup payé sur celui-là. Non, mais la première raison, c'est que le scénario soit bon et que le rôle soit bien écrit. Et la deuxième, c'est que il me fasse un peu peur. C'est-à-dire que je me dise, est-ce que je vais y arriver? Je suis pas sûr. Et ça, c'est très bon signe. Et dès que je commence à avoir peur de faire un personnage, j'appelle la prod en disant je le fais. Parce que ça prouve que je l'ai pas déjà fait. Et deuxièmement, qu'il y a un enjeu et que je vais être stimulé, etc. C'était le cas. Alors, ceux qui ont signé le scénario, c'est le réalisateur Julien Guetta, avec la collaboration de Jean-Paul Rouve et Lionel Dutemple, qui, si je ne m'abuse, a été auteur des Guignols. Oui, mais surtout, ce qui est intéressant avec Lionel, c'est que moi, je connais l'histoire depuis le tout début, parce qu'il m'avait proposé de travailler dessus, etc. Les personnages principaux, les deux frères, en l'occurrence, qui sont ses oncles. C'est une histoire quasi familiale. Alors évidemment, pas docker, pas machin, rien à voir dans le... Mais le personnage joué par Jean-Paul Rouve, Christian, d'ailleurs son scénario s'appelait Christian, c'est un de ses oncles. Alors incontrôlable, enfin voilà. On va y venir dans quelques minutes, comme ça on pourra raconter l'histoire aussi. Pour non, faut pas. Si, un petit peu quand même. En attendant, on va s'informer un peu, et puis comme ça on part sur des bonnes bases. C'est parti. En fait, jusque-là, qu'il était possible de pratiquer dans un état d'ébriété. J'ai le droit de chasser bourré, si je puis dire. Oui, en effet, je vous le confirme. Le journal de presque 17h17. C'est bon. Non, c'était rien. C'est encore news. On commence par les titres. Elisabeth Borne détaillera dans quelques minutes sa réforme des retraites. Oui, super, et l'occasion pour moi de re-souhaiter à tous les Français une excellente année 2049-3. Invitée hier soir sur TF1, Brigitte Macron a notamment déclaré qu'elle entendait les critiques et qu'elle passait le message à son époux. Et oui, on connaît enfin le secret de la longévité du couple, avoir énormément de choses à se dire jour après jour. Et les fameuses brèves, Alex. Et oui, Charline, j'entends vos critiques, mais je continuerai à passer le message des brèves. Et oui, c'était surprenant ça hier soir sur TF1. La ministre de l'Éducation, Brigitte Macron, était Non, Alex, elle n'est pas ministre de l'Éducation. Ah oui, le con. Pardon. La ministre du Travail. Non plus. Je sais, mais qu'est-ce qu'il a foutu quoi? C'est secrétaire d'État Solidarité? Non, c'est la femme du président, quoi. Enfin, première dame à la rigueur. Pourquoi ça n'existe pas en France? Oui, ça n'existe pas. Voilà. Même Michel l'a dit. Ouais. Pourquoi on lui demande son avis à celle-là? Excusez-moi, mais on va pas demander à la femme de Didier Deschamps pourquoi il joue en 4-3-3. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais on s'en foutrait. Bon, passons à autre chose. Alors, le prince Harry a sorti sa biographie. On apprend qu'il a perdu sa virginité derrière un bar avec une femme plus âgée que lui qui lui a donné une fessée. Eh oui, c'est grand n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'exprime? C'est sympa. Oui, c'est vrai que c'est sympa. Mais il est où le bar? Il est un peu en roue libre. Excellent. Par rapport à Dans une interview donnée à la chaîne américaine CBS, le prince Harry règle ses comptes avec Camilla, l'épouse du roi Charles III, en la qualifiant de dangereuse
menteuse et manipulatrice. Oui, Camilla qui pourtant est une femme d'apaisement puisque j'ai appris qu'elle aimait beaucoup sa belle-fille Meghan Markle et qu'elle voulait même lui offrir une visite de Paris en Mercedes. Et je trouvais ça vraiment International encore en Belgique, près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies au port d'Anvers en 2022, soit un nouveau record. Et oui, si dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, dans le port d'Anvers, ils rient tout seuls, comme des cons en se frottant le nez. Dans le cinéma, des figurants du film Tirailleurs avec Omar Sy ont été soumis à des obligations de quitter le territoire français. Eh oui, en gros, on leur a bien fait comprendre à chacun, toi, tu tires ailleurs. Voilà. Ouais. Je me demandais qui sortirait cette connerie. Ne vous posez jamais cette question. Ici, c'est moi. Télévision, le succès d'audience de France 2, la série Vortex avec Thomas Sisley est accusé de plagiat par le réalisateur Tony Shalhoub. Il estime que la série présente de nombreuses similitudes avec l'une de ses créations baptisée God's Game. Eh ouais, Thomas Sisley qui s'est déclaré extrêmement choqué et a ajouté: s'il y a bien une chose que j'ai combattue tout au long de ma carrière, c'est le plagiat. Télévision encore. Oui, dans l'émission Le Mag qui fait du bien sur C8, un voyant a déclaré ceci. J'avais prévu une introduction en disant l'année 2023, c'est liberté, égalité, fraternité. Incroyable. Pourquoi j'avais prévu ça? Parce que nous avons les mêmes configurations que le ciel en 1789. Voilà, alors si tel est le cas, on va pas se mentir, le Mag qui fait du bien, on va pas faire toute la saison, je pense. Sport, aux États-Unis, 4 entraîneurs de football féminin ont été bannis à vie après des accusations d'agression sexuelle. Eh ouais, on attend là les déclarations du président de la Fédération américaine de football, un certain Christmas the Great, pour se faire un avis. Et on finit avec les brèves. Et les brèves, oui, alors que la ville de Pantin a été rebaptisée Pantine par son maire, la lettre E de Pantine a déjà été arrachée sur un des... Ouais, c'est terrible, vous avez des problèmes en France. 48 heures seulement après son installation, à croire que la lutte pour l'égalité homme-femme, c'est comme les omelettes, on n'en fait pas sans casser des E. Oh, joli. Et la dernière? Voilà, et la dernière en Chine, un enfant de 12 ans a été opéré après s'être enfoncé un thermomètre dans le pénis jusqu'à la vessie. Ah oui, mais ça... Oui. Je veux dire quand même, Si vous avez un avis. qui n'a jamais pris cette température Oui, surtout quand il y a le Covid. Apparemment, c'est 38 points de suture pour le gamin. Et non, c'est une blague, ça. Mais en lisant ce genre d'infos, je comprends mieux pourquoi mon livre sur le suppositoire a autant suscité la curiosité. Allez, un peu. Merci Alex Vizorek. Juliette, peut-être rappelez-nous qui est présent dans ce studio, car j'ai suivi votre tour de table. Michel Blanc. Alors, il y a Michel Blanc, Ouais. ça c'est certain. Guillaume qui nous a parlé de son pays préféré, le Valois. Léo Carman qui va nous parler de son pays préféré, le cinéma. Et puis, vous deux, votre pays préféré, l'actu, quoi. Bien sûr. les gars. Allez, passons au film dans lequel joue Michel Blanc. Qui s'appelle donc Les Cadors. Alors là, dans l'usage très très ironique du terme Cador. Alors qui sont-ils ces Cadors? C'est deux frangins qui se sont autoproclamés ainsi quand ils se défendaient l'un et l'autre contre un père ultra violent. Cador, c'est aussi, selon la définition du Robert, un synonyme de caïd. Et là, c'est vous, Michel Blanc, dans le film. Vous jouez le président du comité des dockers de Normandie, qui a transformé Grégoire Ludic, donc le plus jeune des frères, en trafiquant de drogue, sans que celui-ci se défende beaucoup d'ailleurs. Quelle référence de caïd vous aviez en tête pour commencer à interpréter ce rôle? Est-ce qu'on était sur Gandolfini, Joe Pesci? On n'a que l'embarras du choix. Non, mais des types, alors surtout dans le cinéma américain et dans l'histoire américaine, quand on pense par exemple à Al Capone, c'est un garçon sympathique aussi, Al Capone. Donc voilà, c'était un peu ces personnages-là, sauf c'est un petit Capone. C'est un Caponetta. Voilà. Oui, mais même méthode. Mais il est dangereux quand même. Voilà. Oui, il fait même semblant de se faire élire. Donc vous jouez le rôle du méchant. Alors c'est un rôle secondaire en termes de présence à l'image, mais qui est essentiel. Aussi, puisque vous parliez. Comme je sais qu'il y a que ça qui vous intéresse sur France Inter. Oui, c'est l'élément modificateur du... Voilà, vous êtes essentiel dans l'intrigue, puisque vous occasionnez en fait le conflit entre les frères, et finalement vous leur faites rejouer un épisode commun et traumatique, c'est-à-dire un homme plus âgé, le père, qui les met en danger. Qu'est-ce que ça fait de jouer un méchant sans rédemption ?
C'est très Parce intéressant. qu'on a 0. Hein, Non, mais c'est exprès, il n'y a pas de deuxième couche, c'est pas After Eight. C'est ça qui m'intéressait, c'est parce que souvent, soit les auteurs se disent, on peut pas, il faudrait quand même qu'on montre. À un moment, il serait gentil avec un chien. Ouais, il a, je sais pas, il a fait la guerre d'Algérie, non, j'étais trop vieux, trop petit, mais il a fait ça, il a été traumatisé. Non, là, il n'a pas de raison, mis à part sa saloperie interne. Ça, c'est intéressant. Et il y a aussi une deuxième raison, c'est que souvent les acteurs veulent absolument sauver leur personnage d'une certaine manière pour être un petit peu aimé à la sortie. Ce que je n'ai pas fait. Oui, on sent que c'est pas votre problème. Et pas d'être aimé à la sortie, si, mais pour de bonnes raisons. Parce que j'étais particulièrement dégueulasse. Et alors, vous êtes le dégueulasse dans l'univers des docs. On le sait, en général, la mafia a affaire avec les docs. Ça, c'est vous qui le dites, parce qu'il y a des dockers qui attendent dehors, donc si vous préférez je prends le risque. Non, mais il y a eu plein de papiers journalistes sérieux qui ont été signés, tant sur la côte la côte atlantique, que, par exemple, à Marseille. Ça peut arriver. Voilà. C'est beaucoup plus représenté au cinéma. En France, on n'est pas forcément très à l'aise avec ça. Non. Mais vous savez, ils ont eu beaucoup de mal à trouver un port dans lequel on a pu tourner. Cherbourg étant un port qui ne reçoit pas de containers et de choses comme ça, il n'y a pas vraiment de docker aussi. Et donc, on a pu tourner à Cherbourg. Mais au Havre, ils ont refusé parce qu'ils se sont sentis attaqués. Cela dit, je comprends, parce que si on généralise, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est pas très gentil pour eux. Enfin, voilà. Mais comme je veux pas me faire descendre ni passer la gueule, pour moi, il y a beaucoup de dockers heureux. Quelle proportion, vous diriez, de dockers pourris en France? Aucune idée. Vous parliez de 95% en antenne. Non, mais c'est vous qui faites des études à Levallois, c'est pas moi. Léo Carman, vous avez également vu le film Les Cadors. On voudrait votre regard sur le film, mon cher Léo. Antoine, joué par Grégoire Ludig, s'en est bien sorti. Qui l'aurait cru? Lui, le petit de la famille, élevé sans mère, martyrisé par son père et par les autres enfants de son âge, le voilà père à son tour, avec un bon boulot, propriétaire d'une belle voiture et d'une belle maison dans sa ville natale de Cherbourg. Il a réussi parce qu'il a été à la hauteur des sacrifices qu'a fait Christian, son grand frère, qui prenait les coups pour le protéger, à la hauteur des attentes d'Alex, sa femme, jouée par Marie Gillin, qu'il a si peur de perdre. Mais il n'est jamais tranquille, et si ce fragile équilibre venait à s'écrouler? Et cela pourrait arriver alors que son père vient de mourir et que son frère débarque à l'enterrement. Mes hommages, monsieur le curé. Monsieur? Ça va les enfants? Bonjour Alex. Bonjour Christian. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Bonjour Antoine. Il a fait de lui ça fait plaisir de voir. T'as l'air en forme. S'il vous plaît. Pardon. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est. Alors? La vie fait quoi dans Terre et Diable? est dans la main de Dieu. On en parlera plus tard si tu veux bien. La mort du père, le retour du frère. Christian, interprété par Jean-Paul Rouve, revient dans la vie d'Antoine à l'instant où son père violent en sort enfin. Le passé s'accroche et ne veut pas le laisser tranquille. Christian est bagarreur, alcoolique, sans maison ni famille. Il se laisse vivre, s'endettant par-ci, s'oubliant par-là, expiant sa colère par la provocation pour réserver sa tendresse à son petit frère et ses neveux, cette douce famille qui lui fait oublier qu'il n'a jamais eu le courage de fonder la sienne. Et c'est peut-être de la famille d'Antoine dont Christian découvre aujourd'hui qu'il a le plus besoin. Cette protection, ce cocon qui lui permettrait d'enfin reprendre sa vie en main. Démarre alors un buddy movie forcé, un duo voulu par l'un et fui par l'autre. Bon, Christian, on y retourne là. Non, mais moi je dois 4800 balles. Alors où tu me les donnes, y a pas de problème, je reste à l'hôpital. Mais t'es pas possible, toi. Moi je te préviens, ils vont finir par me retrouver et là ils vont me faire la peau. Bah, si seulement. Je peux dormir chez toi quand même ce soir? Pourquoi est-ce que tu viendrais dormir chez moi? Bah parce que je suis ton frère. Et puis ma tête, hein? T'as entendu ce qu'elle a dit, le médecin? Le traumatisme, tout ça, la tête, hein? Elle a dit que c'était réversible. Irréversible, crétin. Exactement. Et ça, c'est grave. Ferme-la. Un grand frère qui s'est tellement senti responsable du petit qu'il s'est oublié. Un petit frère qui se sent maintenant redevable du grand jusqu'à risquer de se perdre. Les rôles familiaux sont parfois si ancrés qu'il peut être difficile de les dépasser. Par ces retrouvailles impromptues, ces deux frangins, devenus des hommes, parviennent à se révéler l'un à l'autre de manière bien plus complexe. Non, Christian n'est pas qu'un loup de mer solitaire abîmé par la débrouille. Et non, Antoine n'est pas qu'un père de famille modèle, sage et rangé. Pour tenir ce rythme de vie, il magouille avec Jean-Pierre, le parrain local que vous interprétez, Michel Blanc. Et les problèmes vont le rattraper. Elle est au courant, Alex? Elle n'en sait rien, Alex. Tu vas lui dire quoi quand tu seras en tôle? Tu lui en parles pas. Tu lui dis rien. Je te fais confiance, hein.
Continue à faire de la merde. Tu vas la perdre, là. Je dis ça, hein. Parce que t'as jamais trafiqué, toi? Ouais, moi, je suis le con de la famille. Je te préviens, je te laisserai pas prendre ma place. Que l'on soit fils, frère, père, mari ou tout à la fois, on ne peut s'empêcher de projeter ce que les autres pensent et attendent de nous. Mais pour Antoine et Christian, la solution est ailleurs. Alors que l'un pense être bloqué par la peur de décevoir et l'autre par la croyance qu'il ne mérite rien, ils sont surtout prisonniers d'un passé qui les conditionne et auquel ils tentent vainement d'échapper. Et si ensemble ils arrêtaient de fuir pour affronter, peut-être qu'elle est là l'âme d'un vrai cador, dans le courage profond qu'il faut trouver pour enfin s'apaiser. Je peux rajouter un petit détail, c'est que le salopard que je joue est leur oncle, c'est-à-dire le frère de leur père. Donc il y a une espèce de... Il y a pas mal de passé qui les colle. Oui, puis il y a une continuité familiale dans la saloperie. Merci Léo Carman. Les Cadors donc de Julien Guetta sera en salle dès demain, mercredi, avec Grégoire Ludic, Jean-Paul Rouve, Marie Gillin, Aurore Boutin ou Nils Hamel-Brochant ou Romain Angel, exactement aussi. Merci beaucoup mon cher Léo. Allez, musique. Et puis à venir, il y aura Alex Vizorek, bien sûr. Et puis un sujet d'actualité soumis à Michel Blanc. Et puis on écoute Forever Pavot. Ouais. C'est un chanteur qui avait vu Flower Power écrit quelque part et puis il a mal interprété. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Ça marche bien. Du piano à genoux, mes rotules à même le sol, plutôt matinal. J'entends le vieux coucou qui me nargue par sa fenêtre, sans dessus-dessous. Ils m'ont laissé sans le sou, la seule chose qui me reste, 80 touches d'ivoire. Je préfère qu'on m'étouffe plutôt qu'envisage son départ. Ils m'ont ôté ma dignité, mais pas touche à mes pactions. Ils ont tout pris, même l'argenterie, et chantent au diapason. Au diable, au diable. Une farandole d'inspecteurs se donne la main pour me briser le cœur. Je ne laisserai pas ces hommes de loi me séparer de l'instrument des rois. J'ai beau jouer du violon, ce n'est pas la peine. Aucune compassion, je dois purger ma peine. En attendant, on garde que c'est pas le feu qu'il s'en ira. N'insistez pas. N'insistez pas. Forever Pavot, donc sur France Inter, qui chante au diable. Eh oui, comme le diable qui déclenche tout dans le film Les Cadors avec Michel Blanc. Vous êtes sur France Inter, c'est encore nous, Juliette. Et oui, et comme il est 17h42, mon Dieu que j'aime cette heure, c'est l'heure de votre petit billet, Charline. Et vous allez parler foot. Ah, je vais faire mieux que ça, je vais parler de Zidane. Ah, je sais, c'est touchy de parler de Zidane. Je sens la panique dans vos yeux. Parce que vous savez, moi, en tant que Belge, je peux le dire, j'en ai vraiment rien à secouer de Zidane. Vraiment, il peut m'appeler, je décroche pas, rien à foutre. Vous allez faire quoi là, hein? Bah rien. Mais alors, j'ai bien compris, on ne touche pas à la légende. En revanche, on peut toucher le genou de Cécile, la cuisse de Géraldine et les fesses de Julie. Ah oui, la cuisse de Géraldine, elle n'a pas planté 2 buts en finale de la Coupe du Monde 98, donc elle n'est pas entrée dans la légende. Depuis 48 heures, on a bien noté qu'il aura fallu
fallu attendre que Noël Le Graët critique Zizou pour que tout le monde réclame sa démission. Donc à toutes les femmes victimes de harcèlement sexuel, je dis patience. Votre harceleur finira bien un jour par dire du mal de Zidane ou de Mbappé. Il y a même un proverbe chinois qui dit « Assieds-toi au bord de la rivière et attends de voir passer le cadavre de ton ennemi qui a dit du mal de Zizou. » Heureusement, hier, le journal L'Équipe a fait sa une sur le président de la FFF en titrant « Inacceptable ». J'imagine que c'était en lien avec les accusations de harcèlement sexuel. Bien sûr. Oui, voilà. D'après le règlement intérieur de la fédération, tout s'explique. Harcèlement sur les salariés, c'est carton jaune, mais propos désagréables envers Zidane, c'est carton rouge. Mais puisque dans le code pénal, c'est l'inverse, c'est pour ça, moi, je comprenais pas. Fallait le dire que Zidane, c'était devenu une circonstance aggravante en cas de délit. T'as violé une femme ? 10 ans ferme. En insultant Zidane ? 15 ans ferme. Donc maintenant, la prochaine d'entre nous qui déposera une main courante au commissariat, elle sait ce qu'elle a intérêt à dire. D'abord, il m'a plaqué contre le mur et puis il a commencé à dire du mal de Zidane. Bref, encore un cas de tout le monde savait. Donc au comité exécutif de la FFF, c'est panique à bord. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils n'ont pas réagi assez vite. Quelqu'un a dit, tiens, au fait, qui avait envoyé la convocation pour la réunion quand Noël a tripoté Sandrine ? Je sais pas, c'était pas à toi de le faire ? Non, c'était à toi. Attendez les gars, il vient d'insulter Zidane. Ouh, c'est bon, là on va pouvoir le défoncer. Donc Noël Le Graët risque de perdre son poste à cause d'une histoire avec des femmes et d'un joueur de foot issu de l'immigration. Une aubaine parce que le seul qu'on n'avait pas encore entendu sur la question, c'est Michel Houellebecq. Et c'est vrai, cette polémique secoue absolument tout le pays, à tel point que même Hugo Lloris a failli avoir un avis. Et après, il a pris 2 Doliprane. En plein débat sur la réforme des retraites à 64 ans, le mec dirige encore la FFF à 81 ans. Et on se demande s'il ne devrait pas partir. Donc, normalement, un vieux monsieur qui tient des propos graveleux sur les femmes et qui critique une légende du foot, on voit ça en EHPAD, mais pas à la tête de la plus grande fédération sportive du pays. Normalement. Merci Charline Vanhoenacker. Et on va quitter Noël Le Graët et Zidane d'ailleurs pour se diriger vers la famille royale anglaise qui ces dernières années, en gros, ce fut 3 mariages, les 2 fils et le père, un enterrement, la grand-mère et un bon gros règlement de compte en public. On est donc passé d'une comédie romantique à festen. Avec au fond une question tout à fait universelle dans toutes les familles. Oui d'accord, mais qui est le chouchou ? Et toi Vincent ? Tu vas me les dire enfin les mots que j'attends ? Tu vas reconnaître qu'on t'a tout passé depuis que tu es né. Toi, le fils à sa maman, le petit clown à son papa, qui avait le droit d'être nul à l'école, qui avait le droit de répondre, de découcher, qui avait tous les droits. Parce qu'il est tellement marrant, Vincent. Le chouchou. Faudrait pas qu'il s'épuise en débarrassant la table. Mais ta sœur va le faire. Mais ne t'inquiète pas, mon gros bébé. Mais ça la dérange pas. Elle aime ça, même, jouer la boniche. Ta godiche de sœur. Alors, Vincent, ça fait tilt ? Oui ? Non ? Pas de pardon en perspective. C'est bien ? On est tous pareils, alors. On est dans le non-pardon ce soir. Alors moi, je vais prendre mon aigreur, ma tristesse et ma rancune et toutes les 4, on va aller se coucher. En vous laissant la vaisselle pour une fois. Moi, je vais prendre une boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre et bonne nuit. C'était un extrait du film Le Prénom, film d'Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte, avec la toujours regrettée Catherine Benguigui. Michel Blanc, vous jouez dans ce film dont l'intrigue tourne autour de la relation entre 2 frères et vous êtes fils unique. Valérie Benguigui. Oui, c'est Valérie Benguigui. Mon Dieu, Catherine, oui, je t'embrasse. Surpris, oui. Ah oui, elle existe. Oui, c'est une super comédienne, c'est horrible ce que je viens de faire. Vincent Gabin, il est mort, hein, vous pouvez. Je peux lui dire aussi. Mais Patrick Gabin va. Donc, vous qui, je vous ai lu dans une interview, vous disiez je suis fils unique, c'est ma chance et c'est ma joie. En fait, je me suis rendu compte que c'était un ressenti assez peu communément exprimé, de se réjouir d'avoir été fils unique ou de fille unique. Vous le maintenez ? J'ai été très heureux. Tous les cadeaux étaient pour moi, j'avais pas à partager. Quand mes parents me disaient t'aurais pas envie d'une petite sœur, j'ai dit non. Ou d'un petit frère, non plus. Pareil. Non, c'était pas sexiste, mais égoïste. Donc je suis égocentrique. Et ce qui se joue entre Harry et William en ce moment, ça vous semble très commun ? Finalement, ça fait partie d'une veine littéraire et même biblique. Abel et Caïn, Rébus et Romulus, Pierre et Jean, ceci, cela. Ou au contraire, vous qui écrivez de la fiction...
Est-ce que ça, au Avec contraire, le pognon vous en trouvez ça... plus. Hein. Mais enfin, ils ont après les droits d'auteur de la Bible, ça représente. Hein. Mais bon, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ça. Je crois qu'on fait à peu près ce qu'on veut maintenant avec le texte. Enfin, ce qu'on veut. Oui, j'allais dire, on fait ce qu'on veut avec la Bible. Certainement pas. Mais on adapte comme on veut. Donc, vous trouvez ça plus que c'est une histoire commune, ou qu'au contraire, elle est spectaculaire et que ça pourrait donner lieu à des fictions, des adaptations de. Ça donne lieu puisqu'il y a une série qui s'appelle. Ça va. On attend en tout cas la prochaine saison. Mais très honnêtement, je trouve ça surtout obscène. Parce que je m'en fous complètement de leurs problèmes, d'autant plus qu'ils n'ont pas que des problèmes dans la vie, alors que dans le peuple britannique, il y a des gens qui ont ces problèmes-là, plus les autres. Et il paraît qu'il y a un ménage sur 2 qui ne mange qu'une fois par jour en Angleterre actuellement. Alors vous voyez... Et du personnel soignant dans les hôpitaux qui fait la file pour l'aide alimentaire. C'est ça, voilà. C'est vraiment alors catastrophique. qu'on se soit interrogé sur la couleur de peau du futur bébé, c'est obscène. Mais c'est leurs affaires. Et quand vous dites c'est obscène, ça veut dire que vous vous mettez plus dans le camp de ceux qui disent que c'est mieux de se taire dans ces cas-là, de faire un peu ce que disait Elisabeth II, c'est-à-dire never explain, never complain, ou dans le camp de Harry, qui en gros, tous ceux qui pensent que c'est mieux d'exprimer tous ses ressentis, ses traumas. Il a raison de dire ce qu'il a sur le cœur, mais pas à nous, à sa famille. À son psy. Hein non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... nous, on n'a rien à voir avec cette famille-là, les Anglais non plus. Mais c'est pas... indirectement. Les Français, depuis la mort de Lady Di, et peut-être parce qu'elle est arrivée à Paris, d'une certaine manière, ils sont aussi appropriés l'histoire de cette famille royale. Ça, vous savez, c'est les tabloïds en Angleterre et l'équivalent en France. Cette pauvre Lady Di en est morte. Eux, ils en ont fait leur chou gras toute la vie de Lady Diana. C'est vrai que je comprends que le petit Harry ait une petite dent contre des gens qui ont provoqué, parce que malgré tout, si on l'avait pas poursuivi en bagnole à la sortie du Ritz avec des motos et des voitures et tout ça, elle ne serait pas morte. Donc je comprends qu'il soit un peu vénère, le gars. En effet. Eh oui, voilà. On a bien fait le tour du sujet. On a été bien complet là. Si les Anglais écoutent, affaire réglée. Dossier suivant. C'est à eux de la régler, cette affaire, c'est pas à nous. Mais oui, exactement. Allez, 17h51 avec Michel Blanc. Il y a du sport. Il y a du sport, chronique évidemment. sport le mardi avec Alex Vizorek. Je vais vous laisser. Non, parce que je vais monter la montagne d'une autre façon que Charline. L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. I am very happy and I am sure with my staff that a good work for this season. Non, je pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. Il y a des périodes plus ou moins chaudes. C'est très important. Pour moi, le contrôle, c'est la chose la plus importante qui existe dans le football. Des sélectionneurs de l'équipe de France et Zizou, l'homme qui a le meilleur rapport charisme-mot prononcé. Zidane, le ballon d'or, qui revient au centre de l'actu grâce à Noël Le Graët, le ballon de rouge. Vous l'avez dit, Charline, Noël Le Graët a déclaré « J'en ai rien à secouer » en parlant de Zinedine Zidane. Comme si Adèle Van Rett déclarait « Pierre Desproges, je m'en bats les steaks ». Elle ne le dirait jamais parce que c'est pas le genre de vocabulaire qu'utilise une philosophe directrice d'une radio écoutée par des véganes. Mais pourquoi rêve-t-il tant Zizou d'être entraîneur des Bleus? Ils sont à peu près 26 depuis 1904 avec un vrai point commun. Ils ont tous des prénoms bien français. Georges, Gaston, Laurent, Gérard, un Robert, un Jacques, 2 Michel, 3 Henri et même un Henri Michel. Le seul étranger, le Roumain Kovacs, s'appelait Stéphane. Excusez-moi, vous voyez, parmi ces un effort. Mais oui, c'est un bel effort d'intégration. Comme le disait si justement notre ami, enfin vous voyez de qui je veux parler. Qu'on aime beaucoup. Parmi ces entraîneurs, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont devenus sélectionneurs après avoir été de très grands joueurs, Michel Platini, Didier Deschamps. Et c'est pas pour autant qu'ils ont eu du succès. Prenez Juste Fontaine. Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, juste. Sérieusement, non merde. Bon, buteur historique de l'équipe de France, excusez-moi. C'est con ça. Oui, je sais. C'est ce qui marche le mieux. 13 buts à la Coupe du Monde de 58. Il devient sélectionneur en 67. Bilan, 2 matchs, 2 défaites. Le Lionel Jospin du coaching français. Et de l'autre côté, ceux qui ont pris place sur le banc sans avoir été de grands joueurs, comme Gérard Rouillet, Jacques Santini ou Adil Rami, mais qui n'était pas entraîneur lui. Et c'est parfois eux qui ont les plus belles réussites. Michel Hidalgo, une sélection en tant que joueur, un titre de champion d'Europe en tant que sélectionneur. Aimé Jacquet, 2 sélections en tant que joueur, un titre de champion du monde en tant que sélectionneur. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci Jacquet et Michel. Oui, c'était pour en arriver là. Si vous dites que je dis des trucs cons, pensez à Noël Le Graët. Parmi les fun facts, sachez qu'il y a des techniques marrantes. Raymond Domenech, paraît-il, se servait de l'astrologie pour convoquer des joueurs à forme égale. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France tranchait en faveur d'un joueur qui avait un signe astrologique plus favorable. Franchement, je trouve ça ridicule. C'est tellement un truc de Verseau de faire ça. Domenech, qui au début de son mandat regardait les astres et à la fin regardait le désastre. Et plus amusant, Gabriel Hanaud, sélectionneur des Bleus de 45 à 49, a appelé un joueur en équipe de France sur base d'une photo. Selon lui, on voyait sur l'image que René Alpsteg avait un bel équilibre. Ce qui non seulement le distingue de Juliette Arnaud le vendredi soir à 3h du matin, mais lui a surtout offert 12 sélections. Et c'est donc Didier Deschamps. C'est quoi un bel équilibre? Alors ça, mon pote, il n'est plus là pour en parler. Sur la photo, il s'est dit, celui-là, ça va me faire sexuel. Alors non, j'ai pas d'infos. Didier Deschamps garde le poste jusqu'en 26. Quant à Zinedine Zidane, sa prochaine destination pourrait être l'Amérique du Sud, car le grand pays du football penserait à l'appeler. Et donc, il ne faudra pas s'étonner si Zizou... Merci Alex Vizorek. Charlie de Vanhoenacker. Il est 17h55 sur France Inter. On voudrait jouer avec vous, Michel Blanc, si vous êtes d'accord. Je suis pas joueur, mais allez-y. C'est obligatoire, Michel. Commencez pas à négocier. Jouer du jeu de théâtre. Je négocie pas, je refuse. Alors, cette année, la cérémonie des Césars aura donc lieu, mais l'Académie ne veut pas mettre en lumière les personnes accusées d'agression sexuelle. Alors, on a imaginé à quoi allait ressembler cette cérémonie. Michel, vous jouez le maître des cérémonies des Césars, qui aura les producteurs de l'émission, Charline et Guillaume, dans l'oreillette. Courage. Ouais, enfin, ça là-dessus, en plus, je suis pas. Bon, Michel, chute, déjà dans un premier temps. L'objectif cette année, c'est une cérémonie zéro polémique. Oui, zéro intérêt aussi, peut-être, non? Ça ne sera pas la première cérémonie César qui sera dans cette catégorie-là. Il faut lire le texte, Michel. Sinon, ça va être. Oui, mais je m'en fous, je dis ce que je veux. À 18h, il y a pas de je vais Je ne suis pas payé par le service public, moi, vous savez. Alors, vous faites comme d'habitude, Michel, mais sans les personnes soupçonnées d'agression sexuelle. Je vais prendre le rôle. Je vais faire une cérémonie tout seul, moi. Je suis Tom Cruise dans Mission Impossible. Ouais, t'es notre Bruce Willis dans Die Hard 1 et 2. Et parce que dans le 3, il fait équipe. Non, mais on sera là, Michel, on te parlera dans l'oreillette. Ok, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur, c'est la réplique. Est-ce que c'est une réplique? Oui, mais Ouais, mais il veut pas jouer. Il veut pas jouer. Si, je veux bien vous. Allez, on commence la cérémonie avec Michel. C'est à vous. C'est un énorme Mesdames, échec. Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette 48e cérémonie des Césars. Super, Michel, pour l'instant, t'es impeccable. C'est normal, j'ai encore rien fait. Tu fais ça hyper bien, hein, Michel. Nous allons à présent remettre le César du meilleur film qui est attribué à... Non, je ne peux pas le dire. Qu'est-ce que c'est que ça? T'inquiète, c'est une coupure d'électricité. Ça fait partie de la mise en scène ou c'est les plombs qu'on sautait? Non, c'est nous, c'est une astuce pour que l'artiste soupçonné, il soit pas mis en lumière. Quoi. Ah, bah ouais, voilà. Vous avez fait tout ce sketch juste pour une blague, alors. Donc, Restez dans le sketch, Michel. non, c'est ce qui est écrit. Bon, j'espère qu'on va pas y passer la nuit, ça, moi aussi. Ah, c'est bon, Michel, ça repart, c'est bon. Bon, à présent, passons au César du meilleur espoir masculin. Le César est Intermittent, pas content, intermittent, pas content, intermittent, pas content. Oui, qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est le meilleur espoir, il a une grosse casserole, alors on tente une diversion. Intermittent, pas content. pas content. C'est vous qui leur avez demandé de venir là ou... C'est ça, c'est une astuce en fait. Ah, vous allez devoir les payer dans ce cas-là. Non, mais t'occupe pas, Michel, fonce, on y est presque là, on y est presque. Bon, alors, poursuivons. En remerciant les membres du gouvernement présents,
et à venir, le ministre de la Culture, le ministre de l'Inter... Ouh là là. C'est quoi ça encore? C'est un bombardement, Michel. Oui, les chars russes sont sur les champs, là. Ils dirigent vers l'Olympia, il faut évacuer. Là. Oui, c'est de moins en moins crédible, votre histoire. On dirait un scénario de Quentin Dupieux. C'est marrant, Quentin Dupieux. Ouais, mais je vois mal où est Bruce Willis dans l'histoire. Merci Michel. On vous sent chaud pour présenter la prochaine cérémonie. Hein. Vraiment. Non, je suis tiédasse. Non, si, le mesdames, mademoiselles, messieurs, il était bien. Il était bien. Non, mais je suis capable de présenter des trucs, mais qui m'intéressent. Michel Blanc, nous pouvons vous voir donc dans le film Les Cadors de Julien Guetta, demain dans toutes les salles au cinéma. Nominé. On espère. Avec nos témoins Grégoire Ludic, Jean-Paul Rouve, Marie Gillin, Aurore Broutin, Nils Hamel-Brochant et Roman Angèle. Avec un scénario de Julien Guetta, de Lionel Dutemple, avec la collaboration de Jean-Paul Rouve. Demain, donc, au cinéma, les amis. Merci beaucoup et merci Michel. On va déposer là le mot de la fin. J'ai envie de faire une interview de vous. Non. Vous êtes trop malveillant. Non, allez. Tu chauffes. Oh là, non, t'es bouillant. Ah là, c'est mieux, tu refroidis. Oh là là, tu gèles. Trouvé. C'est un billet de train. Surprise. Alerte